Bonjour à tous, on vous remercie d'être présents parmi nous en cette seconde partie de matinée pour traiter d'un risque professionnel physique qui est le bruit au travail. La date de ce webinaire n'est pas anodine puisque donc nous sommes aujourd'hui même la journée nationale de l'audition. Et ce matin, donc, nous serons trois à vous présenter ce risque professionnel et les différentes techniques de réduction et de traitement de cette problématique et les différentes stratégies de prévention. Donc, il y aura Guillaume Deschaux qui est métrologue IPRP au sein de l'AIST 43 à la Haute-Loire. Il y aura Cécile Besnier-Trecourt, ingénieur prévention au sein du CST au Yona. Et moi-même, Stéphane Avis, ingénieur prévention au sein du service de santé au travail de l'Allier, SSTI 03. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui au cours de ce webinaire, nous allons tout d'abord faire un petit topo sur ce qu'est le risque bruit, les différents effets pour la santé, replacer le contexte réglementaire. Donc, ce seront Cécile et Guillaume qui vous évoqueront ces divers sujets-là. Et par la suite, nous traiterons de 5 situations de travail que nous rencontrons de manière récurrente dans le cadre des accompagnements des diverses entreprises adhérentes des services de santé au travail Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les techniques collectives de réduction du bruit qui peuvent être pensées, réfléchies, proposées, mises en place dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'open space, dans le tertiaire, hors open space, dans des salles d'activité, sur chantier. Et après avoir fait un petit topo sur les protections individuelles contre le bruit, nous traiterons également des situations individuelles un petit peu spécifiques qui sont la prise en charge de personnes qui ont un handicap auditif. Donc nous avions eu plusieurs questions lors du premier webinaire sur ce même thème l'an dernier. C'est pour ça que nous avons rajouté cette partie. Et enfin, je vous ferai une petite synthèse quant à la démarche de prévention structurée que vous pouvez engager au sein de votre entreprise. Voilà, je vais maintenant donc donner la parole à ma collègue Cécile qui va donc démarrer ce webinaire. Donc, quelques éléments pour introduire voilà, ce risque professionnel. En termes d'éléments de contexte, nous savons que selon aussi la dernière étude JNA de septembre 2021, un peu moins d'un salarié sur deux déclare être gêné par le bruit dans le cadre de son travail, avec des répercussions sur son comportement, mais également sur la qualité du travail et les apparitions de troubles auditifs. Tous les secteurs d'activité sont impactés, à la fois bien sûr les industries, mais également les métiers de service, les commerces et les administrations. Et ce qui induit tous les ans un coût social assez élevé, avec un coût indirect de maladies professionnelles et d'accidents du travail, puisque du coup les surdités professionnelles sont maintenant la troisième maladie professionnelle en coût, et des coûts aussi très importants, mais plutôt indirects, liés à la perte de productivité, à la gêne que ça peut apporter. Et là, autre chiffre, c'est que maintenant dans les open space, c'est la première nuisance au niveau du travail. Donc on va redéfinir ce qu'est le bruit pour bien comprendre justement de quoi on parle et comment on pourra agir pour réduire ce risque. Donc le bruit qui est vraiment sous forme, sont des ondes qui vont se propager dans tous les milieux. C'est comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise d'abord par son intensité ou au niveau. Donc on mesure en décibels, on connaît bien l'échelle des décibels, avec des sons qui sont
sont perçus par l'oreille jusqu'à 130-150 décibels, mais 130 décibels est déjà le seuil de douleur. Mais il peut y avoir déjà des dommages à partir de 80 décibels. Autre paramètre, ce sont ces fréquences, puisque là, les ondes vont avoir plusieurs fréquences, et au niveau des sons audibles par l'oreille humaine, ça sera des fréquences entre 20 et 20 000 Hertz. Et l'oreille humaine va percevoir différents types de sons, puisque nous aurons plutôt les aigus avec les fréquences, les sons aigus avec les fréquences, les hautes fréquences, et plutôt des sons graves pour les basses fréquences. En termes de fréquence de la parole, on se situe sur des fréquences moyennes, donc entre 250 et 2000 à 3000 Hertz. Autre paramètre, c'est la durée d'exposition à prendre en compte, puisque là, on est aussi sur deux échelles différentes, à la fois une courte pour les sons brefs ou comme les impulsions, mais également une échelle un peu plus fine sur une durée soit en termes d'heures ou de durée ou de journée, puisqu'on va évaluer vraiment la dose de bruit reçue pour une durée déterminée. Et ainsi, on sait que le niveau de bruit, plus le niveau de bruit est élevé, plus le seuil d'exposition est atteint avec une durée d'exposition courte. Comme vous voyez sur l'exemple, être exposé à 85 décibels pendant 8 heures équivaut à être exposé à 95 décibels, mais pendant 48 minutes. Donc, le temps voilà, est important aussi en termes de durée d'exposition. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte quand on évalue les niveaux sonores et quand on recherche des actions de prévention. Les autres principes aussi à prendre en compte, c'est les principes de propagation du bruit. Donc, quand on essaie de réduire le bruit, on va utiliser ces principes. On prend par exemple là un moteur dans un local où il y a un poste de travail. Donc là, les ondes sonores vont se propager soit directement ou soit indirectement par réflexion sur les murs et les plafonds. Ils vont aussi également, c'est possible que ces ondes vont vibrer dans le sol et aussi par les murs. Donc, on pourra alors agir vraiment en amont de différentes façons, donc différentes possibilités. On pourra utiliser soit un traitement antivibratile ou alors un encombrement à la source d'émission, ce qui est vraiment l'idéal, ou bien alors par des matériaux, on utilisera des matériaux d'absorption, soit par des cloisons ou au niveau du plafond, avoir un traitement acoustique au niveau du local, ce qui permettra de réduire considérablement le bruit au niveau du poste. Donc là, tous ces principes seront justement détaillés dans les exemples concrets qui sont exposés. Donc on a compris comment était défini le bruit. Maintenant, quels sont ses effets sur la santé? Donc d'abord sur notre système auditif, puisque là, donc, les vibrations sonores vont aller jusque dans l'oreille interne et vont faire vibrer les cellules sensorielles, les cellules ciliées, qu'on appelle aussi comme ça, qui tapissent la cochlée que vous voyez sur l'écran, pour justement transmettre ces vibrations au niveau du cerveau via le nerf auditif, pour pouvoir justement comprendre ce que vous entendez. Par contre, ces cellules sont fragiles et par un fort bruit, ces cellules vont se détruire petit à petit et vont justement ne plus pouvoir se transmettre ces informations. Donc, c'est le début d'une perte auditive qui passe au début inaperçue parce que ce sont les fréquences aiguës et les moins utilisées qui sont touchées, mais peu à peu, ce sont les fréquences moyennes et donc celles de la parole qui sont touchées. Là, on parle alors de surdité et c'est malheureusement irréversible puisque ces cellules ne vont pas se régénérer. Autres effets sur l'organisme, puisque là, l'organisme va avoir aussi une multitude de réponses possibles liées au bruit dans un environnement bruyant.
c'est bien sûr un état de fatigue, un problème de sommeil, de stress chronique dans la durée, augmentant éventuellement les risques cardiovasculaires et des troubles digestifs. Également des difficultés à se concentrer, à communiquer, ce qui peut aussi entraîner des risques d'accident. Donc, pour réduire tous ces effets sur la santé, la réglementation s'appuie sur plusieurs axes d'action, et c'est ce qui va vous être présenté par Guillaume. Du coup, effectivement, on se pose souvent la question de savoir, est-ce que je dois mesurer, quelles sont mes obligations, en fonction de quel seuil, etc. Du coup, on va faire un petit point réglementation qui va nous aiguiller là-dessus. Déjà, on va commencer par l'article R4433-2 du Code du travail. Il nous dit deux choses, cet article. Il va nous dire est-ce qu'on doit mesurer et quand est-ce qu'on doit le faire. Donc, de manière générale, c'est pas une obligation de mesurer, c'est bien dit, c'est évaluer et si nécessaire mesurer l'exposition sonore des salariés. C'est-à-dire, moi par exemple dans mon bureau, à ce moment-là, j'ai pas de risque pour mon audition, je peux l'évaluer comme ça. En revanche, si j'étais dans un atelier et que déjà il faut commencer à hausser la voix pour se faire entendre de ses collègues, très probablement qu'on atteint un niveau d'environ 80-85 décibels. Et à ce moment-là, ça sera intéressant de réaliser une mesure pour factualiser les choses et savoir où est-ce qu'on en est. Maintenant, la deuxième chose que nous indique ce texte, c'est que on doit à minima le réaliser tous les 5 ans, le mesurage. Et aussi, si jamais il y a des modifications importantes qui sont apportées dans l'entreprise, dans l'atelier par exemple, l'achat d'une nouvelle machine, etc. Du coup, une fois qu'on aura mesuré, on aura différents seuils. La réglementation nous en donne 3. Pour chacun de ces seuils, il y a deux choses à regarder. Il y a les seuils en dBA, donc ça c'est les niveaux moyens sur toute une journée de travail, par exemple. Et les seuils en dBc, c'est-à-dire qu'en une seule fois, on peut prendre la dose acceptée par notre organisme avec un pic de bruit impulsionnel, par exemple un coup de marteau, un coup de revolver. Voilà, un pic de bruit qui dépasserait donc pour le premier seuil 135 dBc et en moyenne, ça serait un niveau à 80 dBA. Voilà, après les autres, je vous laisserai les lire, c'est 85, 87 et 137, 140. Bon, ok, on a des seuils. Petite particularité quand même pour le seuil de 140 et 87 dBA, c'est que celui-ci prend en compte l'atténuation des protecteurs individuels contre le bruit. C'est-à-dire qu'il faut prendre le niveau ambiant et y soustraire l'atténuation du protecteur. Maintenant, ok, on a des seuils, mais qu'est-ce qu'on va faire en fonction? Donc, dans tous les cas, on doit toujours évaluer le risque. Ça passe par le document unique, par exemple. On traite toujours à la source. On essaye si on a un atelier qui n'est pas bruyant, de ne pas aller apporter du volume sonore en plus. C'est-à-dire qu'on on va essayer de le réduire là où il est à la source. On impliquera toujours les salariés dans ces démarches. On soigne les zones de repos parce que c'est la salle de pause, voilà, par exemple, c'est un moment où l'oreille peut faire des pauses auditives. Et c'est très important pour l'organisme. Ne pas mettre la salle de repos au milieu d'une zone bruyante, par exemple. Maintenant, si on arrive à 80 décibels, c'est le premier seuil. À ce moment-là, l'employeur, on va parler par exemple de protecteur individuel contre le bruit, il met à disposition de ses salariés les bouchons, par exemple, mais le port il est conseillé mais pas obligatoire. On se doit d'informer et de former nos salariés. Et en tant que service de santé au travail, nous, on vous proposera des audios pour évaluer une éventuelle perte auditive. Comme disait Cécile, par exemple, sur les aigus, et voilà, qui seront un signe indicateur d'un début de perte auditive. Ensuite, maintenant, si on arrive au-dessus du seuil de 85, à ce moment-là, il va falloir mettre en œuvre des actions, il va falloir agir parce que c'est un niveau qui est important et qui, à la longue, va nous rendre sourds.
Et l'employeur devra mettre à disposition toujours les protecteurs individuels contre le bruit pour ses salariés, mais devra s'assurer du port effectif de ceux-ci. On sensibilisera également nos salariés à ces éléments. Enfin, au-dessus du seuil de 87, je rappelle, avec l'atténuation des protecteurs, il est interdit de travailler. Donc, on met en œuvre des actions immédiates pour régler la problématique. Voilà, donc là on parle de niveau sonore, de deux choses, de dBA et de dBc, donc de pic et de moyenne. Et il y a une petite calculette qu'a fait l'INRS qui est intéressante, qui nous permet de passer d'une exposition ponctuelle à une exposition journalière. Ici, par exemple, on prend une soufflette. Les soufflettes, grosso modo, voilà, c'est du 110 décibels, 115. Je vous laisse regarder un petit peu sur cette grille. En fait, ici, on a les niveaux. Et ici, on a la durée qu'on peut utiliser l'outil avant de passer donc, dans le vert. Ça, c'est le premier, c'est en dessous des seuils. Le seuil entre 80 et 85 et au-dessus de 85. Donc, par exemple, on prend notre soufflette, elle fait 110 dBA. On se met à 110. On voit qu'en 1 minute, on est dans le seuil orange de 80 à 85. Et c'est très rapide en fait. Il suffit, c'est pour ça que c'est important si les salariés disent bah oui mais je l'enlève que 5 minutes dans la journée, le casque, ben non, parce que si c'est 5 minutes où on fait de la soufflette, ben on est déjà sur le seuil maximal. Voilà. Et donc au bout de 5 minutes, on est sur le seuil rouge. Enfin, dernier point sur la réglementation qui est intéressant puisque on est sur les comment agir contre le bruit. C'est les principes généraux de prévention. Donc c'est l'article L4121-2 du Code du travail. Et ça va nous donner une démarche, on va dire, d'action pour agir de façon intelligente sur le risque et de façon logique, on va dire. Dans un premier temps, on essaiera d'éviter le risque. On évaluera les risques qui ne peuvent être évités. On combattra toujours les risques à la source. On adaptera le travail à l'homme et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de baisser le volume plutôt que de demander à la personne de subir le son. On tiendra compte de l'état d'évolution de la technique, s'il existe des éléments techniques, par exemple un compresseur à vis plutôt qu'un compresseur à piston, une soufflette silencieuse plutôt qu'une soufflette classique, et ensuite on remplacera ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Ça sera lié au document unique. Donc, quand on a fait notre évaluation, ensuite, on doit planifier de la prévention, donc mettre en œuvre un plan d'action. On prend toujours les mesures de prévention collective avant les mesures de prévention individuelle. Et dernier recours, j'aime bien le dire comme ça, mais en fait, on dit aux salariés, ne te fais pas mal. On donne les instructions appropriées aux salariés pour pas qu'ils soient exposés au risque. Donc, vous l'aurez compris, on commence par le 1 pour arriver au 9 dans toute démarche de prévention. Voilà, c'était la petite introduction théorique, mais qui était essentielle pour lancer le sujet. Maintenant, on va partir sur des exemples concrets qu'on a pu rencontrer dans les entreprises. Tout d'abord, on va partir dans le milieu industriel. Alors ici, on est dans une entreprise de vente et d'entretien de véhicules agricoles, principalement des tracteurs. Et cette entreprise nous sollicite avec la CARSAT de façon pluridisciplinaire, on va dire plutôt au sens du pôle prévention, puisqu'on va intervenir avec l'ergonome, le toxicologue et moi-même. Ils ont en fait comme projet de réaliser une extension, de faire de nouveaux bâtiments. Ça, c'était leurs anciens bâtiments. Ici, il y aura la partie administrative. Là, c'est la partie atelier. Et donc voilà, bon, pour ma part, sur la partie atelier, on évalue, on voit un peu les matériaux qu'ils utilisent et on se dit, oulala, ça va être réverbérant, ça va faire un caisson de résonance. Donc, on va agir sur les matériaux et on va mettre 2 parois avec des tôles perforées, avec un isolant derrière pour absorber un peu du son et l'intégralité de la toiture. Voilà, c'est pas l'élément du jour, mais c'est important, je vous expliquerai pourquoi par la suite.
Et ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'ils ont un compresseur et un nettoyeur haute pression thermique. Et ils se disent, bon, ben d'accord, on est sur la phase de conception, là on a du pouvoir d'action, on peut faire des choses, donc dites-nous qu'est-ce qui est le mieux à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire la source sonore de l'atelier. On va, plutôt que de le mettre comme initialement prévu dans l'atelier, on va réaliser une petite extension sur le côté du bâtiment qui nous permettra de loger le compresseur et le Karcher. En plus, double avantage parce que finalement la zone de lavage est ici, donc on aura le Karcher à disposition, il n'y aura plus qu'à mettre un dérouleur et il sera bien positionné dans le fonctionnement. Pour le réaliser, on va leur donner quelques indications. Par exemple, de mettre le panneau port obligatoire des protecteurs individuels contre le bruit à l'entrée, de mettre une petite caisse pour qu'ils puissent récupérer un casque, par exemple, si besoin. Et on va leur donner quelques indications sur la réalisation de cette petite extension. Alors, le bâtiment, initialement, est construit en bardage isolé. Je vous ai dit tout à l'heure donc il y aurait l'achat de bardage perforé pour la partie acoustique. Donc, ce qu'on va leur dire, alors, il est préférable que vous réalisiez cette extension en parpaing plutôt qu'en bardage parce que pour atteindre des niveaux d'isolation plus élevés, on y arrivera mieux avec le parpaing, notamment ici un parpaing creux qui nous permet d'alterner les matériaux et ce qui permet donc une meilleure isolation phonique. Quand je dis alterner les matériaux, c'est qu'on a du béton, du vide, du béton, du vide, etc. Et ça permet d'agir plus efficacement contre le bruit. À cela, on va ajouter donc le même bardage qu'on a utilisé à l'intérieur de l'atelier pour jouer le rôle de deux choses, à la fois d'isolant, c'est-à-dire que la laine minérale qu'on va mettre contre les parpaings va jouer le rôle d'isolant, et on va venir la protéger avec un voile de verre et une tôle perforée pour jouer le rôle d'absorbant, et à ce moment-là que ça ne résonne pas trop à l'intérieur du caisson. Il faudra veiller à ce que l'extension soit étanche, puisqu'il suffit d'un élément de fuite pour que la paroi perde en efficacité. On les invite à le faire assez grand quand même pour pouvoir assurer les opérations de maintenance à l'intérieur. Bien sûr, c'est des machines qui risquent de chauffer, donc il faudra le ventiler, cette extension. À ce moment-là, donc nous, on n'a pas les compétences pour dimensionner ces ventilations. Donc, en lien avec l'INRS, on leur a donné 2 contacts qui pouvaient les conseiller. Elles sont ici, en fait. C'est un peu des grosses bâches qui ressortent et qui, d'ailleurs, je les ai fait un peu courtes là sur le schéma, mais qui permettent de laisser passer l'air, mais pas de laisser sortir le sang. Voilà, c'est l'idée. Et peut-être ces ventilations, on essaiera de les orienter plutôt en direction d'une zone vide que d'habitation, par exemple, si on était dans un secteur résidentiel, puisqu'on va s'appuyer sur l'article R1336-4 du Code de la santé publique par rapport au bruit et l'environnement autour. Voilà pour cet exemple. On va passer à un second. Ici, c'est de l'industrie, donc ils font de l'usinage de pièces mécaniques. C'est des pièces qui seront à l'intérieur des boîtes de vitesse du TP, du poids lourd et des voitures, des VL. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, du coup, ces pièces, elles vont être plutôt complexes dans le sens où elles seront usinées, elles auront une forme, mais en plus, elles auront souvent un axe central et des trous complémentaires pour venir faire le graissage de cette pièce. Du coup, ils ont un petit système à 3 soufflettes qui permet d'enlever les copeaux qui seraient restés dans les conduits. On le voit ici. Et ils l'avaient mis dans un caisson métallique. Ce qu'on va faire, donc il y a eu une dosimétrie qui a été faite, on a évalué un peu l'exposition sonore des salariés et il en est ressorti que c'était ces caissons qui étaient la source principale de bruit.
Du coup, on se dit avec l'entreprise, on va travailler sur un prototype, on va tester une solution pour essayer de réduire déjà à la source avant même de penser ensuite peut-être à des écrans complémentaires. On réalise aussi une mesure en sonométrie qui nous permet d'avoir une exposition, enfin une courbe fréquentielle du son. On voit bien que c'est un son qui est typique à l'air comprimé puisqu'on est clairement sur les aigus. On est sur les 8000 Hz, donc les aigus à droite et les basses à gauche. Et on est sur un niveau moyen de 96 au niveau du poste, 96 dBA au niveau du poste du salarié. Ce qu'on va leur proposer, c'est qu'on reconstruit ce petit caisson de soufflage, mais on le reconstruit avec un matériau similaire à ce qu'on a utilisé tout à l'heure. En fait, c'est une tôle perforée, un voile de protection derrière et une mousse ou une laine minérale pour que le son rentre par les petits trous et ne ressorte plus. Pour que, en fait, les parois du caisson absorbent le son plutôt que de le renvoyer comme si c'était une enceinte finalement. Donc, on a le avant-après pour que vous compreniez. Et voilà, ça ressemble donc à cela une fois réalisé. Bon, maintenant, on va voir, OK, est-ce que c'est efficace? Alors, on voit sur les cartographies ci-dessous que oui, c'est efficace puisque on a la même échelle et on voit, on a bien changé de niveau sonore. Et on a gagné, enfin on a perdu en tout cas, on a diminué le niveau sonore de moins 6 décibels, passant de 96 à 90. Ce qui est un gain important puisque, pour vous donner une idée, si jamais on met deux machines côte à côte qui font 90 décibels, la somme, ça ne fera pas 180, ça fera 93. Donc, si on avait diminué de 3 décibels, on aurait divisé par 2 le niveau sonore. Là, on diminue de 6, donc c'est d'autant plus intéressant. Voilà pour les exemples sur les milieux industriels. Après, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser par la suite. Là, on va changer d'ambiance et on va partir dans les open space avec Stéphane. Merci à toi, Guillaume. Donc, on change, comme l'a dit Guillaume, de domaine pour vous déployer toutes les techniques collectives de réduction du bruit. Et on se rend dans un milieu où c'est rarement une problématique de risque d'atteinte de l'audition que nous rencontrons, mais plutôt un risque de gêne sonore, d'entrave à la concentration qui peuvent être à terme source de maux de tête, d'irritation, comme a pu les évoquer tout à l'heure Cécile. Alors, donc pour habiller la thématique des open space par rapport au risque bruit, on va prendre un exemple. L'exemple d'un hall d'accueil avec deux activités, donc une activité de billetterie où l'activité donc consiste à réceptionner des courriers, ouvrir des abonnements. Les salariés vont effectuer des réservations sur informatique ou directement avec le client au téléphone ou au guichet. Et également une activité d'accueil où l'activité consiste à orienter, à renseigner les personnes, à archiver de la documentation, à organiser des présentoirs, à gérer toute une billetterie, vendre des livrets divers et variés. Cette zone de travail, nous avons été sollicités dans le cadre d'un projet d'aménagement et donc sollicités principalement pour le traitement de la problématique bruit. Donc, nous avons commencé par réaliser des mesurages qui, sur une activité classique et quotidienne de travail, a permis de mesurer un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 75 décibels A. Je ne vous parle pas de décibels C puisqu'on n'est pas sur une problématique de bruit impulsionnel dans ce domaine-là. À 75 décibels A, ça nous a véritablement permis de confirmer qu'on est face à une problématique bruit vis-à-vis de la gêne sonore, notamment vis-à-vis des activités relativement cognitives
qu'ont les salariés sur les postes d'accueil et de billetterie. Sur la droite de la page que l'on vous diffuse, vous voyez une sorte de diagramme, un diagramme avec 8 bandes, ce qu'on appelle nous des bandes de fréquence, ce qui nous ont permis de décomposer les 75 décibels A sur un domaine fréquentiel, du grave à l'aigu, et nous a permis de constater que le niveau sonore était le plus élevé dans ce qu'on appelle nous les fréquences dites intermédiaires, ou plutôt les fréquences de la zone conversationnelle, ce qui nous a permis de confirmer que la principale pollution sonore était bien la voix humaine. Donc, il a fallu identifier les sources de bruit. Comme on l'a dit, on a tout ce qui est appel téléphonique, les voix des collègues, les conversations intelligibles et non intelligibles de groupes de personnes qui étaient susceptibles de rentrer dans cette zone. Et ensuite, les caractéristiques du local qui venaient accentuer la problématique bruit, avec diverses surfaces vitrées, des carrelages, des parois non traitées, qui sont autant d'éléments qui viennent réfléchir le son et non pas l'absorber, créant un phénomène d'écho, un phénomène de réverbération. Par rapport à ça, nous avons travaillé avec la structure pour définir un projet d'aménagement qui a consisté à installer donc des panneaux absorbants au niveau des différents murs et présentoirs, qui a consisté à déployer diverses claustras au niveau des banques afin de créer des séparations physiques partielles entre les salariés qui sont à côté les uns des autres. Le traitement du sol a également été pensé par la mise en place d'un sol souple de classe A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de classe A? C'est la performance d'affaiblissement de la sonorité à la marche. Il y a des performances vis-à-vis du bruit de choc lié à la marche. Et donc, les classes A, si je vous donne quelques exemples de revêtements, ça peut être des sols PVC sur mousse, des sols expansés à relief, et donc on va de la classe A à la classe D pour essayer la classe A étant la plus performante. Et ensuite, des petites cloisonnettes entre les postes ont également été implantées. On est sur un projet, parce que c'est le nerf de la guerre, histoire de donner un ordre de grandeur, qui a coûté entre 30 et 35 000 euros, pour un gain par contre d'environ une dizaine de décibels. Donc on n'est pas redescendu à 55-60 décibels, mais on était sur une journée quotidienne, on est passé aux alentours des 65-67 décibels là, donc ce qui constitue un gain non négligeable. Si on reprend, on va dire, toutes les pistes qui peuvent être pensées dans le cadre des open space, comme on a pu le voir, il y a tout ce qui est panneaux acoustiques muraux mobiles, mais ça peut également être un travail au niveau du plafond, si ça le permet. Donc là, il faut s'intéresser également aux accès à la lumière naturelle. Et on va essayer de s'orienter vers des matériaux qui sont le plus possible en classe A, donc qui ont un affaiblissement acoustique performant. Essayer de limiter la gêne liée aux circulations. Donc, on a pu le voir dans l'exemple précédent, c'est par rapport au revêtement de sol. La réduction de l'intelligibilité entre les postes. Il y a certains postes de travail qui ont besoin de converser dans le cadre de leur journée. Et par contre, il peut y avoir des postes où ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, on va essayer de réduire cette intelligibilité pour éviter qu'un poste voisin n'en pollue un autre. On va essayer d'éviter de placer des bureaux près des zones d'échange ou de détente. La machine à café en plein milieu de l'open space, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent par rapport à la gêne sonore. Des espaces de concentration, de réunions informelles, des cabines d'appel, pour tout ce qui est réunion ou échange individuel
avec un certain niveau de confidentialité. Donc des salles de réunion bien isolées. La surface par occupant est également une notion qui peut être intégrée. Donc au minimum, il faudrait qu'on soit sur une base de 10 mètres carrés par occupant pour admettre qu'il y a un risque relativement maîtrisé de pollution sonore d'un poste à un autre, à intégrer avec les caractéristiques du local, bien sûr. Isoler les équipes qui ont vocation, de par la nature de leur fonction, à produire un niveau sonore élevé. On le rencontre dans d'autres domaines, des domaines industriels sur lesquels on peut avoir des activités de montage et d'usinage. Donc, on va essayer de séparer le montage par rapport à l'usinage. Pour les open space, c'est un petit peu le même principe. Les activités qui seraient de bureautique exclusive par rapport à des activités pour lesquelles il y aurait des échanges très réguliers au téléphone, il serait relativement pertinent de réussir à les distancer. L'implantation de l'imprimante. L'imprimante est une petite source de bruit et peut potentiellement créer un rassemblement. Donc son implantation dans un local ou dans une zone dédiée relativement distante est une stratégie qui peut être pensée, en plus de jouer sur la sédentarité, puisque ça nous force à nous lever. Les claviers minces silencieux. On a parfois la problématique de certaines personnes qui avouent être relativement gênées par le bruit de l'impact du clavier. Il y a des claviers minces dits silencieux. On peut installer un indicateur visuel de disponibilité pour ne pas être dérangé pendant qu'on est à son poste de travail sur écran. Ou encore, mais ça c'est véritablement à voir dans la stratégie de mesure un petit peu en dernier, le fait de porter un casque audio mais sans mettre le son. Forcément, l'objectif il n'est pas de mettre un son plus élevé aux oreilles pour être écarté du bruit ambiant, parce qu'on amènerait une source de bruit encore plus forte et directement à son oreille. En termes de stratégie, de diagnostic quant à une éventuelle problématique bruit au niveau d'un open space, vous pouvez utiliser le questionnaire GABO. Donc le questionnaire GABO, qui veut dire gêne acoustique dans les bureaux ouverts, il permet de recueillir le ressenti des salariés vis-à-vis du bruit dans les open space. Donc ça peut être, dans le cadre de votre évaluation des risques au niveau open space, un questionnaire intéressant à déployer pour apprécier s'il y a une problématique sur ce sujet-là. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'INRS. Nous allons maintenant basculer donc sur un exemple tertiaire, et pour cela, donc je vais redonner la main à Guillaume pour vous présenter ce sujet. Merci Stéphane. Alors, hop. Super. Voilà, du coup, on était dans un open space, donc là c'était de la correction acoustique, on va dire, c'était à l'intérieur d'un local, d'une pièce. Et maintenant, il y a une différence entre les deux, c'est l'isolation phonique et la correction acoustique. Maintenant, on va parler d'isolation phonique, donc c'est d'une pièce à l'autre. Pour vous redonner le contexte, ici en fait on a une entreprise qui prend de nouveaux locaux. C'était des locaux qui à la base étaient destinés à un usage d'habitation. Du coup, ils ont fait une rénovation, voilà, tirer tout ce qui est câble réseau, etc. Et le souci, c'est que quand ils prennent possession de leurs locaux, ils se rendent compte de deux choses. Et d'une, les locaux sont très réverbérants, donc c'est pas agréable, puisque encore une fois, ils sont constitués avec des matériaux durs, autant au sol que sur les parois et que sur le plafond. Et deuxième problématique, c'est que ils s'entendent d'un bureau à l'autre. Du coup, on va pas s'intéresser à la partie acoustique
traitement acoustique, mais on va plutôt s'intéresser à la partie isolation phonique d'un bureau à un autre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'entreprise, on échange et il nous donne comme indication quel bureau on va chercher à traiter. Par exemple, bureau psychologue, bureau du chef de service, salle de réunion, des endroits où on aura besoin d'une forte confidentialité. Pourquoi le son passe d'un bureau à l'autre dans ce cas de figure? Parce que les parois sont constituées de briques de 5 cm d'épais et creuses. En moyenne, on va dire que ce type de paroi, une fois enduit, a un indice d'affaiblissement acoustique de 35 décibels, ce qui est trop faible par rapport à notre objectif. De plus, les portes ne sont pas du tout phoniques, c'est des portes style porte post-formée, vous savez, en nid d'abeille avec du carton à l'intérieur. Et donc déjà, elles ont une atténuation faible et en plus, elles sont souvent coupées trop ras, il n'y a pas de joint balai, il n'y a pas de joint sur les pourtours, donc il y a des fuites sur de nombreux endroits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur la norme NFS 31080 pour se fixer notre objectif. L'objectif serait donc, on va viser un niveau très performant, d'avoir une atténuation de bureau à bureau de 45 décibels. Dans le cas, ce qui va souvent être le cas pour nous ici, où ce bureau nécessite une bonne confidentialité et qui donne sur une zone d'attente ou une zone de circulation, on augmente notre objectif à 48 dB d'atténuation. Comment on va procéder? Quelles préconisations nous leur avons fait? On a pris un ABAC avec des valeurs d'atténuation en fonction du type de paroi. Et par exemple, ici, une cloison 120-70, ça veut dire que c'est une cloison qui fait 12 cm d'épais et 70 cm d'isolant au milieu. En détail, comment elle est composée, cette cloison? On a 2 plaques de BA13 de chaque côté, là et là, et au milieu, à travers le rail, les rails, on a 70 mm d'isolant phonique type laine de roche. Ici, c'est le paraphonique, 70 mm. On veillera à ce que notre cloison, quand on met si on a deux plaques de BA13, de les croiser, pas de les mettre comme ça alignées, parce qu'on risque d'avoir comme un thermique, un pan thermique, mais là ce sera une fuite sonore. On va plutôt privilégier de les croiser. Comme ça bloquera davantage le son et la cloison sera davantage efficace. Maintenant, pour être beaucoup plus terre à terre, ça c'est la partie technique. Eux, ils ont déjà des murs en briques. Pour réduire les coûts, on a fait un mix des cloisons et on va conserver la partie en briques. On vient mettre notre rail métallique qui à l'intérieur recevra de l'isolant et ensuite on a notre placo qui viendra par devant. Voilà, ce sera un doublage de la cloison existante, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Et on leur précise aussi, c'est très important, quand on fait de l'isolation phonique, c'est bien d'aller jusqu'au plénum. S'il y a un faux plafond, il faut pas le négliger parce que ça sera le point faible de la paroi. En complément du coup de ce doublage des parois, il faudra aussi agir sur les portes parce qu'elles ne sont pas efficaces. Et du coup, on part sur de la porte phonique avec un indice d'affaiblissement de 50 décibels. Voilà pour la partie isolation phonique. Maintenant, on va changer d'exemple. Ici, on est sur une salle d'activité destinée à des enfants polyhandicapés. Et voilà, donc il y a eu le Covid pour diminuer le nombre d'enfants au même endroit pour des raisons d'hygiène par rapport au Covid. Ils choisissent de réutiliser un ancien local qu'ils avaient et de séparer les internes et les externes.
Le problème, c'est que c'était un local qui n'était pas adapté du tout et, comme souvent quand on est appelé, très réverbérant. Ce que je vous propose, c'est de vous diffuser une petite vidéo témoignage des salariés. Elle dure 1 minute 20, je crois. Donc nous, on est arrivé effectivement sur un contexte Covid où on avait une partie externat et internat qui cohabitaient sur l'autre bâtiment. Et il a fallu qu'on puisse les séparer. Comme les externes viennent tous les jours et font des allers-retours, on ne pouvait pas prendre de risques avec les internes. Donc on a décidé de réhabiliter ces locaux pour qu'on puisse travailler en toute sécurité pour tout le monde. Les lumières étaient très très fortes, ce qui peut être compliqué pour les enfants qu'on accueille tous les jours. Il y avait aussi beaucoup de résonance et donc avec des enfants qui font beaucoup de bruit, donc c'était compliqué. Plusieurs artisans sont venus effectuer différents travaux, donc notamment en termes d'isolation sonore et aussi pour la lumière. Disons qu'on peut régler l'intensité, donc en fonction de la météo, la luminosité, et pour des enfants qui sont réceptifs à la lumière qui peut être nocive, là, on a minimisé les risques. On n'a plus les oreilles qui bourdonnent comme auparavant, où on a besoin de silence quand on rentre chez soi. Voilà. Du coup, bon, je ne sais pas si vous avez pu entendre les témoignages, je vais quand même faire le petit résumé. Du coup, ils ont pris possession de ces locaux. Ces locaux étaient très réverbérants. En plus, ils avaient un éclairage qui était plutôt vieillissant. Donc ça, c'est le avant-après. Alors, on a couplé 2 études, une étude d'éclairage et une étude d'acoustique. Et pourquoi je vous présente cet exemple? Parce que ici, on voit, par rapport à la mesure qui avait été faite en 2019, on n'était pas sur un seuil de nocivité, on est en dessous du seuil de 80. Mais on est à 78,9. Mais on va jouer sur ce que Cécile a présenté, les autres effets qu'on a sur la santé, stress, fatigue, etc. En feutrant l'ambiance, en diminuant le niveau sonore, et en mettant une possibilité de réglage de l'éclairage en intensité. Comment on a procédé? On a réalisé l'étude, on a fait les préconisations à l'entreprise, on a travaillé avec l'entreprise sur les devis qu'elle avait pu recevoir, et en gros, on a mis des dalles de classe A au plafond, c'est-à-dire qui ont un pouvoir d'absorption acoustique supérieur à 90%. Ce qui nous a permis d'améliorer les conditions de travail des salariés de cette entreprise. Je vais passer la parole à Stéphane sur un autre exemple qui est les chantiers. Donc là, maintenant, nous nous rendons en extérieur. En extérieur, donc sur les chantiers. Et on va prendre un petit chantier test pour imager la problématique bruit dans ce domaine. Donc, nous avons procédé un petit peu comme pour les autres secteurs, par tout d'abord réaliser des mesurages de bruit sur des journées de travail représentatives au niveau des divers postes qui sont susceptibles d'être occupés. Donc avec des niveaux sonores selon les postes, entre le chauffeur de camion et le manœuvre affecté à la plaque vibrante qui se situe entre 85,5 et 90 décibels sur une journée type de travail. Avec des niveaux sonores, je ne sais pas si vous vous rappelez de la précédente, pour les open space, de la précédente représentation en fréquence. Mais là, le découpage de ces niveaux sonores en intensité et en décibels n'est pas réparti de la même manière sur le spectre fréquentiel, avec des niveaux qui sont plus prononcés dans le domaine des fréquences graves, ce qui semblait mettre en évidence que les bruits plutôt de moteur semblaient l'emporter quant à leur contribution sur l'exposimétrie générale des salariés. Donc on a repéré qu'il y avait des problématiques par rapport au moteur des engins,
tout ce qui est alarme, bip de recul, les équipements de travail, bien sûr, tels que de la plaque vibrante, du burineur, le bruit de la circulation de véhicules qui seraient au voisinage du chantier, les déversements de matériaux, de matière, pardon, et le fait de travailler cabine ouverte, qui est une problématique qu'on rencontre souvent lorsqu'on est face à des engins de chantier, certains pouvant être non climatisés, ou encore la nécessité de devoir converser avec les équipes au sol qui ont impliqué d'opter pour la stratégie d'ouvrir la fenêtre de la cabine. Le petit tracé que l'on peut voir en bas à droite de la diapo nous permet relativement de voir qu'on a un écart d'à peu près 3 décibels entre fenêtre ouverte et fenêtre fermée, ce qui est pas négligeable. Tout ce qui est coactivité, une activité qui va polluer les voisines. Par rapport à ce chantier, on va dire ce chantier type, qu'est-ce qui peut être imaginé en termes de stratégie de réduction collective du bruit? Le fait d'opter pour des outils électriques, de prioriser des outils électriques par rapport à des outils à moteur thermique va induire une réduction du bruit à la source. L'intégration du critère bruit dans le cahier des charges, donc là, on vous en parle par rapport au chantier, mais c'est également valable dans le domaine de l'industrie ou autre secteur dans lequel des problématiques de risque bruit sont relevées. Généralement, des équipements de travail ont dans leur fiche technique un niveau sonore qui est renseigné. Alors, ce niveau sonore, ça ne veut pas forcément dire que c'est celui qu'on va mesurer dans le milieu de travail, puisque cela va dépendre de la réverbération, cela va dépendre des conditions d'utilisation. Par exemple, un marteau-piqueur, si vous faites du marteau-piqueur sur une surface plutôt très dur ou sur une surface un peu plus souple, on ne va pas avoir le même retour. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre un marteau-piqueur qui indique sur sa fiche technique 90 décibels ou un autre 80 décibels, ce qu'on sait, c'est que celui qui affiche 80 décibels va générer moins de bruit que celui qui affiche 90. Tout ce qui est maintenance préventive du matériel, c'est un élément qui est important, hein. Par exemple, tout ce qui est lame mal aiguisée, hein, qui peut générer des sifflements. Donc, la maintenance préventive du matériel est particulièrement importante. Les cabines insonorisées, climatisées, on en a fait référence à l'instant. Des bâches acoustiques existent. Donc, les bâches acoustiques, c'est des écrans souples d'à peu près 25 mm d'épaisseur qui vont avoir une performance d'absorption du son au lieu de le réfléchir, avec un niveau de réduction qui peut atteindre jusqu'à 30 décibels entre deux zones qui sont séparées par cette clôture, si je puis dire, qui se fixe donc au niveau donc des grillages de séparation sur chantier, quoi. On peut avoir donc l'utilisation d'un béton autonivelant par rapport au béton vibré. Forcément, ça fait utiliser un matériel source de bruit en moins. Tant que faire se peut, utiliser des bordures prédécoupées, là aussi pour éviter indirectement d'utiliser la disqueuse ou la tronçonneuse ou la scie enrobée, enfin c'est pas la scie enrobée, mais pour éviter de scier les bordures, et ce qui est également sur le plan des vibrations et du risque lié à l'empoussièrement est également un gain. Employer des lames dites silencieuses, donc par exemple des disques diamants silencieux sur des disqueuses. La lame va avoir un matériau absorbant
à l'intérieur de sa structure, hein, qui lui permet de constituer une sorte de matériau type sandwich et qui va avoir une influence là aussi au niveau vibratoire, mais également au niveau sonore en jouant sur le sifflement. Remplacer les bips de recul entre guillemets standards par des systèmes de recul de type cri du lynx. Limiter le temps d'exposition au bruit. Bon, là, c'est un principe général de prévention. Et ensuite, on a tout ce qui est protection individuelle contre le bruit adapté pour pouvoir converser, percevoir le bruit utile, tout en étant un maximum protégé des bruits inutiles. D'ailleurs, donc nous évoquons les protections individuelles contre le bruit. Je ne suis pas rentré dans le détail puisque c'est Cécile qui va le faire tout de suite et je lui rends la parole. Merci Stéphane. Donc on continue sur les protections individuelles contre le bruit, puisque tous les moyens de protection collective ont été envisagés et que ce n'est pas assez suffisant pour réduire l'exposition sonore, on peut recourir du coup aux protections individuelles. Donc là, plusieurs modèles et plusieurs technologies. On va passer en revue. Donc, évidemment, en premier, les bouchons avec différents types de bouchons. On part du bouchon à mouler en mousse, au bouchon préformé et au bouchon ensuite avec possibilité de mouler personnalisable, donc avec prise d'empreinte. Donc avec plusieurs performances acoustiques justement, par exemple avec une atténuation progressive, c'est-à-dire que plus le bruit va monter, plus il sera atténué, mais également aussi une atténuation ciblée en fonction des fréquences, puisque là il y a une possibilité de filtrer les fréquences nocives et pour laisser justement passer les fréquences de la parole. Au niveau des coques ou casques anti-bruit, donc là, cela permet d'avoir une meilleure efficacité pour englober vraiment le pavillon de l'oreille. Ils sont souvent préférés car ils sont non intrusifs, mais ils permettent aussi d'être rajoutés à déjà un bouchon existant pour compléter la protection dans des environnements très bruyants. Autre dispositif, donc c'est le mode actif. Donc là, c'est une technologie qui vient de l'aéronautique aussi, où justement le signal et le bruit externe est capté et traité par un circuit électronique pour redonner un bruit, donc un contre-bruit qui pourra justement être modulé pour entrer à l'intérieur de l'oreille. Donc ça permet d'être déjà dans un niveau élevé de bruit, comme par exemple des chantiers, par exemple, où le retrait du casque n'est vraiment pas permis. Ça permet évidemment de communiquer, donc avec la possibilité d'être en radiocommunication. Et également, autre point positif, ça va être d'atténuer en particulier les basses fréquences. Donc là, tout ce qui est justement peut-être par rapport aux moteurs des engins de chantier, comme parlait tout à l'heure Stéphane. Donc comme vous voyez, beaucoup de choix. Donc vraiment essentiel de bien choisir sa protection. Donc voilà, quatre critères vraiment essentiels à passer en revue. Donc là, en termes d'efficacité, on va regarder par rapport au niveau d'exposition mesuré. Donc les mesures sont faites. On va pouvoir estimer justement le niveau de bruit effectif sous protection en utilisant l'indice d'affaiblissement global, donc le SNR, ou par bande de fréquence justement, qui est indiqué. Tout ça est indiqué dans la notice technique de l'équipement. Et ce qui va permettre de vérifier que le niveau justement de bruit effectif sous protecteur sera déjà d'une part inférieur à la valeur limite d'exposition des 87 décibels réglementaires, mais également de vérifier que la personne n'est pas non plus
n'est pas surprotégé, puisque là, selon une recommandation de l'INRS, c'est bien de se retrouver, c'est une protection bonne, voire acceptable, quand on s'y situe avec un niveau entre 65 et 80 décibels. Tout ça pour dire qu'il est important de ne pas surprotéger, puisqu'en matière s'il y a besoin de communiquer ou même de percevoir des signaux d'avertissement, les porteurs peuvent se sentir gênés, voire complètement isolés de l'environnement extérieur, donc ils vont avoir tendance à enlever leur protection, ce qui n'est pas du tout favorable. Donc, pour l'efficacité, évidemment, le confort est important, puisqu'il doit être facile à mettre et à entretenir, et également du coup vraiment d'être choisi en compatibilité avec le type et l'environnement de travail. Par exemple, quand on a un travail assez physique ou soumis à de fortes températures, donc ça peut poser problème aussi. Les autres critères, ça va être de les porter vraiment en permanence, puisque là, vous pouvez voir que dans le schéma, par exemple, sur une protection de 25 décibels portée sur 8 heures, de retirer ces protections, même sur une demi-heure, va réduire son atténuation déjà de moitié. Donc, on n'aura plus qu'une atténuation de 12 décibels donc, sur la journée de travail. Donc, ça n'a plus d'intérêt, ça réduit vraiment l'intérêt et l'efficacité de la protection. Et dernier point, ce qui est important, c'est aussi de sensibiliser et de former les salariés, donc à la fois de comprendre l'intérêt de cette protection auditive, des risques qu'ils peuvent avoir, et d'apprendre aussi à mettre leur équipement, puisque l'on sait que si les protections sont mal portées, on peut estimer une décote, c'est-à-dire un écart vraiment important entre vraiment l'atténuation théorique et la réelle, qui peut aller jusqu'à 10 décibels pour un bouchon, le bouchon jetable qui serait à mouler, et 5 décibels pour des bouchons moulés. Donc là, c'est vraiment important d'intégrer ce port de protection dans la culture d'entreprise pour pouvoir que ce soit vraiment efficace. Donc voilà pour les solutions plutôt individuelles. On va poursuivre pour des solutions individuelles, mais plus dans le cadre d'handicap auditif. Et là, je vais passer la main à Stéphane qui va vous expliquer tout ça. Merci Cécile. Cette thématique, on avait souhaité la rajouter cette année suite aux diverses questions qu'on a pu recevoir l'an dernier. Et c'est également un sujet sur lequel on est susceptible d'avoir une action partenaire. La prothèse auditive, attention, c'est un amplificateur, hein, ce n'est pas une protection individuelle. Et en l'enlevant, donc en ayant l'impression de ne plus entendre le bruit et donc d'être protégé du bruit, on ne se protège pas du bruit. Je vous dis ça peut paraître assez simpliste, mais on le rencontre en entreprise. Hein. La stratégie de certaines personnes qui ont un handicap auditif étant par moment de retirer la prothèse auditive pour ne plus entendre le bruit. Ouais, mais sans une protection adaptée, les cellules ciliées de l'oreille continuent à être détruites et ne se régénéreront pas. Par rapport après ce petit aparté, par rapport aux différentes stratégies de prise en charge, d'accompagnement et techniques pour aider les personnes qui ont un handicap auditif, il y a notamment la PAS, la prestation d'appui spécifique handicap auditif. Alors des PAS, il y en a pour d'autres types de handicap, hein, le handicap visuel, handicap moteur, psychique et troubles cognitifs. Nous, on va parler de la PAS handicap auditif. Qu'est-ce que c'est qu'une PAS?
Une PAS, donc, c'est la mobilisation d'un spécialiste de la déficience auditive qui intervient sur le poste de travail et qui va proposer des aides techniques et des modes de compensation afin de répondre aux besoins du salarié dans son environnement de travail. C'est une prestation dont peut bénéficier donc toute personne handicapée dans son ambiance de travail, ou voire même en amont, puisque c'est une prestation qui peut être mobilisée par le Cap Emploi Maintien, mais également par le Pôle Emploi ou la mission locale pour préparer à l'intégration à un poste, par exemple. Donc il y a cette PAS qui peut être mobilisée. Ensuite, on a tout ce qui est stratégie de réduction du bruit à la source et limitation de la propagation, qui vont être des pistes qui sont susceptibles d'être étudiées par l'expert du handicap à l'occasion d'une PAS, par exemple. Mais ces stratégies, vous en avez déjà vu un certain nombre qui ont été notamment développées par Guillaume et qui sont ensuite à appliquer selon le domaine, qu'on soit dans l'industriel, dans l'open space, sur un chantier. Voilà. Les dispositifs de protection auditive actifs, que Cécile a pu vous présenter tout à l'heure, pour permettre de rester protégé tout en portant la prothèse auditive et en ayant un traitement du son pour ne garder que les bruits utiles. C'est la haute performance que permettent ces dispositifs de protection auditive actifs, souvent donc sous forme de casque, des casques actifs. Il y a ensuite divers accessoires, notamment par exemple pour les réunions, telles que la mise en place de boucles magnétiques, ou pour tout ce qui est en échange en face à face ou par téléphone, via des systèmes de micros qui vont réceptionner la conversation et la transmettre directement sur les prothèses auditives via un système Bluetooth. Donc, c'est des dispositifs qui peuvent être installés et qui peuvent avoir la forme, par exemple, d'un stylo que l'auditeur va porter et qui va ensuite être raccordé par Bluetooth avec la prothèse. Ça peut être particulièrement discret. Il y a les dispositifs d'application, des applications de transcription du message oral en texte. Nous sommes encore dans une période, et depuis 2 ans, dans une période de crise sanitaire qui a notamment, parmi les mesures de protection, conduit à un port de masque généralisé. Ce port du masque a permis d'identifier que beaucoup de personnes avaient une déficience auditive plus ou moins accentuée et qui se servaient de la lecture labiale. Et la disparition de la lecture labiale par le masque a mis en évidence des débuts d'apparition de déficience auditive, de personnes qui commençaient à développer une perte d'audition. Donc par rapport à ça, et pour dans des cadres pour lesquels on a des personnes dont on sait qu'elles ont un handicap auditif, le dispositif de masque inclusif permet d'accéder à cette lecture labiale et font partie des dispositifs qui peuvent être pensés. Donc l'apprentissage de la lecture labiale avec un orthophoniste fait partie là aussi on va dire de la trousse à outils qui peut être déployée pour accompagner et maintenir au travail les personnes qui ont un handicap auditif. La lecture labiale, donc, est un moyen de communication qui est partagé par tous,
mais plus développé chez les personnes atteintes d'une déficience auditive. Et enfin, il y a tout ce qui est information, sensibilisation à la surdité pour le collectif de travail afin d'adopter, de mieux comprendre ce handicap et de développer des comportements facilitants. Par exemple, éviter de parler dans le dos de la personne, respecter le temps de parole de chacun, c'est également du respect mutuel. En termes de financement et de prescripteurs, pour tout ce qui est prothèse auditive, donc c'est l'ORL qui informe d'une déficience auditive et qui peut recommander le port de prothèse auditive. La demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle est faite auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, la MDPH, pour être reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Un accompagnement peut être effectué par exemple par les équipes du Cap Emploi pour réaliser cette demande de RQTH. Le financement des prothèses auditives, il y a des aides de droit commun et des aides AGFIP, donc qui est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui est quant à elle de 800 € par prothèse. Quant aux aménagements qui relèvent de la stricte compensation du handicap, tels que ceux qui peuvent être préconisés dans le cadre d'une prestation d'appui spécifique par l'expert du handicap, donc des aménagements techniques divers et variés, par exemple, quant à eux, ils sont financés à 100% par l'AGFIP. Qui peut accompagner dans les démarches. On l'a déjà un petit peu évoqué. On a notamment le Cap Emploi, le Pôle Emploi, les missions locales, les services de prévention en santé au travail, interentreprises, donc qui vont travailler avec ces différentes, avec les Cap Emploi, par exemple. En synthèse de ce webinaire, on va refaire, on va replacer, on va dire, la démarche de prévention, que la stratégie pour évaluer le risque et développer un plan d'action au sein de vos structures pour vous attaquer à cette problématique bruit. Donc, comme l'a évoqué tout à l'heure dans la partie réglementaire par Guillaume, le concours des services de santé au travail peut être apporté vis-à-vis de l'évaluation de ce risque et de la préconisation quant à divers aménagements, la mise en place de diverses solutions, donc soit par du mesurage, soit par de l'estimation du risque, du repérage. Donc l'étape 1, elle va d'abord consister à identifier les personnes, les opérateurs qui sont dans les zones de travail, qui sont susceptibles d'être impactés par le bruit, de repérer ces sources de bruit où les actions bruyantes qui peuvent se produire au cours d'une journée de travail qu'on va dire type. Et il peut y avoir également les constatations du médecin du travail d'atteinte auditive qui peuvent être déclencheuses d'une action. Ensuite, il y a la possibilité donc d'estimer le risque par cette petite échelle toute simple que vous pouvez vous-même appliquer et qui peut être précurseur d'éventuels mesurages et éventuellement permettre de s'en affranchir si, par exemple, vous évaluez que vous êtes dans la situation verte, donc de non exposé, donc sans difficulté, notamment pour converser. Si à l'issue de cette estimation du risque, vous vous retrouvez sur une situation incertaine, voire certaine, là, le mesurage peut s'avérer pertinent. Et donc, c'est un mesurage qui va être normalisé, qui peut s'appuyer sur des mesures sonométriques pour caractériser le bruit, notamment sur le plan fréquentiel, et va évaluer le niveau d'exposition quotidienne au bruit et permettre de se repérer par rapport aux différents seuils d'exposition. Donc, le bilan des sources de bruit qui doit être fait,
Tout d'abord, il va constituer à repérer ces sources qui peuvent être des machines, qui peuvent être des procédés de travail, qui peuvent être des machines annexes, telles que des compresseurs, des hôtes, hein, c'est-à-dire pas la machine-outil en elle-même, mais ce qui permet à ces machines de fonctionner. Ça peut être des anomalies, donc des vibrations au niveau de certains capots, ou des capots qui sont maintenus ouverts et qui enlèvent leur efficacité, tant sur le risque mécanique, mais également sur le plan de l'atténuation. Ça peut être des bruits d'engins, de moteurs, de klaxons, la voix humaine, comme on a pu le voir. Donc voilà ce qu'on peut avoir en termes de sources de bruit au niveau de l'existant. En termes d'existant, on va également s'intéresser à l'espace de travail, au bâtiment. Là aussi, dans les différents exemples qui ont été déployés, ça peut être une problématique d'absorption du son, et donc une réverbération, ou une problématique d'isolation, hein, avec des matériaux qui ne seraient notamment pas suffisamment massifs pour couper la transmission du son d'un local vers un autre. On va donc s'intéresser aux matériaux, aux parois, et inventorier les différentes contraintes, ce qu'on peut rencontrer dans certaines usines, telles que des ponts roulants qui vont indirectement être bloquants ou rendre un peu plus difficile, par exemple, des traitements de plafond. L'accès à la lumière naturelle va nous orienter plus vers des baffles suspendus que vers des panneaux absorbants horizontaux. Ensuite, en termes de solutions envisageables, on va essayer de recenser tout ce qui peut être pensé en déployant la logique des principes généraux de prévention, l'éloignement, l'organisation du travail pour tout ce qui est action sur l'homme, tout ce qui est correction acoustique, écran acoustique, on a pu en déployer certains exemples, tout ce qui est encoffrement au niveau des machines, caractérisation, habillage intérieur, tout ce qui est moyens actifs sur les procédés de fabrication et les produits, réduire des hauteurs de chute de pièces, agir sur tout ce qui est échappement d'air comprimé, l'implantation des machines pour limiter tout ce qui est phénomène de réverbération, éloigner de certains postes peu générateurs de bruit, jouer sur la maintenance, l'intégration dans le cahier des charges, les dispositifs de silencieux, la réduction du bruit à la source, le fait d'aménager des zones calmes par rapport à des zones bruyantes. Et ensuite, tout ce qui va également un petit peu réguler cette stratégie de mise en place de solutions envisageables. Il y a forcément la logique économique qui entre en jeu, bien sûr. Si on est sur des solutions d'ordre technique, si on est sur des solutions d'ordre humain ou organisationnel, ça va être un coût normalement moindre. Le résultat attendu en termes d'atténuation, notamment, le nombre de personnes concernées, les conséquences indirectes sur l'activité. En effet, par exemple, si j'encoffre une machine mais que je n'ai plus accès au visuel, ce n'est pas forcément la mesure entre guillemets la plus pertinente. On peut penser peut-être à autre chose. Et puis la rapidité de la réalisation par rapport au niveau de risque qui a été évalué. Donc, le mieux, c'est de pouvoir mettre en place des actions en amont, notamment dès la conception. N'hésitez pas à solliciter vos services de santé au travail si vous avez des projets d'aménagement, voire même d'implantation de lignes ou de nouveaux postes. C'est beaucoup mieux de penser tant qu'on est à la conception plutôt que quand on est sur de l'existant. Dès l'instant où on est sur de l'existant, on va partir sur une évaluation du risque, mesurer potentiellement ce niveau par de la métrologie qu'on a pu expliquer à l'instant. Des différentes stratégies d'action de prévention collective ou individuelle peuvent être pensées. On en a vu un certain nombre au cours de ce webinaire. Et par la suite, on évalue leur efficacité et on suit cet ensemble. Voilà, nous en avons fini pour ce webinaire. On vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, c'est nous qui allons être à votre écoute, puisque si vous avez des questions, nous allons donc
rester connecté encore quelques minutes avec mes collègues pour tenter de répondre à vos questions. Le support a été mis à disposition par notre collègue Damien. Et comme il vous l'a évoqué, donc c'est un webinaire qui pourrait être réécouté sur la chaîne YouTube du Présence Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc on reste connecté pour les éventuelles questions qui sera à venir, pour notamment ce qu'on a pu déployer comme solution technique, humaine, organisationnelle. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et de ne pas hésiter à prendre contact avec les différents intervenants de vos services. Bien, merci Stéphane, merci à tous. On a reçu une question en particulier pour laquelle on pourrait apporter un élément de réponse. Guillaume, je crois que tu l'as vu, c'est au sujet de la soufflette. Et entre-temps, pendant que Guillaume présentera cette réponse, n'hésitez pas à lever la main, ça nous avertit que vous voulez poser une question oralement, et puis on va ouvrir votre micro pour que vous puissiez interagir, ce sera plus vivant. Mais première question peut-être, élément de précision, Guillaume. Allez, c'est parti, tac. Voilà, du coup, effectivement, il y a la petite calculette. Donc là, c'est le PDF de l'INRS que vous pouvez retrouver sur leur site. La question, c'était de repréciser le tableau en lien avec la soufflette. Voilà, donc c'est celui-là. Ici, peut-être, ça sera un peu plus net. Voilà, si on peut faire un nouvel exemple. Si on avait une voiture qui tourne en continu et qu'on est vers un niveau de 83 décibels, une voiture qui fait un peu du bruit, on pourra, donc à gauche c'est les niveaux sonores et en haut c'est le temps qu'on passe. Et le troisième élément, c'est la couleur, du coup. Dans quelle case on est, pour savoir si on est sur un seuil. Donc le seuil vert, c'est le seuil inférieur à 80. Le seuil orange, c'est le seuil qui va de 80 à 85 et le seuil rouge c'est au-dessus de 85. Donc on prend notre voiture qui fait 82 décibels par exemple, on pourra rester à côté pendant 4 heures à écouter le moteur tourner. En revanche, si jamais on dépasse ces 4 heures, on sera dans la zone orange, donc on sera sur un niveau d'exposition du deuxième seuil. Voilà, c'est assez simple. Après, n'hésitez pas à faire des essais. Et puis, il y a l'explication qui va avec. Voilà, il donne l'explication, comment ça marche, les zones. Et il y a un exemple aussi à la suite. Alors, ici. Voilà. Bien. Merci Guillaume. Ça a répondu à la question.